Salut, c'est Thomas du blog Esprit Web et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo pour répondre à vos questions. Je sais que lorsqu'on débute dans le développement web, c'est pas toujours évident, on se pose pas mal de questions, par où faut commencer, qu'est-ce qu'il faut apprendre, pas s'éparpiller et tout ça, je sais que c'est pas évident, donc c'est pour ça que je souhaitais aujourd'hui répondre à toutes les questions que vous vous posez. Je tenais à vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et ça fait extrêmement plaisir. Vous m'avez laissé pas mal de petits messages dans le formulaire que vous avez transmis, des messages de soutien et tout, donc ça c'est cool, merci beaucoup. Donc on commence par la première question qui est: je désire devenir développeur full stack, combien de temps cela doit me prendre et par où commencer? Donc on va dire pour ça il y a deux réponses, il y a la réponse courte et la réponse longue. La réponse courte, ça va être entre 600 et 1000 heures à peu près. C'est un peu ce qu'on retrouve voilà, sur Internet. Donc entre 600 et 1000 heures de pratique pour vraiment devenir employable, de pouvoir vraiment trouver un métier, d'avoir le bagage nécessaire pour trouver un job. Donc ça, c'est la réponse courte. La réponse longue, ça dépend. Ça dépend de ta capacité à apprendre, ça dépend de ta capacité à comprendre les choses, à avancer. On va dire qu'il y a des gens qui vont apprendre rapidement et qui vont avancer rapidement. Il y a d'autres personnes qui vont avoir besoin d'un petit peu plus de temps pour mémoriser les choses, pour comprendre le fonctionnement. Donc là, ça va dépendre vraiment de chaque personne, de chaque développeur. Ça va dépendre aussi de si tu fais une formation, si tu fais pas de formation. Forcément, quand tu vas prendre une formation dans une école, tu vas avoir un programme, des étapes à respecter, tu vas être guidé. Donc forcément, ça sera plus facile de concentrer tes efforts sur toutes les étapes à respecter. Alors que si tu apprends en autodidacte, tu vas peut-être t'éparpiller, ça sera peut-être plus compliqué, tu vas peut-être apprendre des choses qui ne servent à rien ou justement oublier des choses qui peuvent être hyper intéressantes et tu es passé à côté. Donc voilà, ça va dépendre aussi de si tu fais une formation ou non. Ça va dépendre aussi de si tu passes beaucoup de temps à pratiquer ou pas. Je sais que moi par exemple, ça m'arrive quand je veux apprendre une nouvelle compétence, je vais regarder beaucoup de vidéos, je vais m'informer et tout, mais je vais pas mettre en pratique directement et ça c'est pas un bon point à faire. Ça ce qu'il faudrait faire, ça serait regarder une vidéo et mettre en pratique directement. Dans l'idée, plus tu pratiques, plus tu agis et plus tu vas apprendre, tu vas monter en compétences. Le dernier point, ça va être surtout aussi se concentrer sur l'essentiel, donc sur ton objectif final et avancer dans cette direction-là. Donc si tu commences à t'éparpiller un peu partout, il va te falloir beaucoup plus de temps que si tu te concentres sur ton objectif et sur un ou deux langages où ça sera beaucoup plus rapide. Mais voilà, on va dire dans l'idée, une fois que tu te concentres sur une technologie, un langage, un ou deux langages et que tu t'y mets à fond, voilà, il va te falloir entre 600 heures et 1000 heures de pratique pour vraiment pouvoir être employable. Deuxième question, ça va être comment être efficace dans son apprentissage. Donc là, la difficulté de ça va être de ne pas s'éparpiller partout. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui, quand ils vont commencer à apprendre le développement, ils vont s'éparpiller parce qu'il y a tellement de choses à apprendre dans le développement qu'on veut tout apprendre. Donc on va apprendre telle techno, telle librairie, tel framework et tout. Et ça, en fait, c'est la pire des choses quand tu veux commencer à apprendre, quoi. C'est comme l'histoire du chiot. Moi, j'aime bien raconter cette histoire. Un chiot, tu prends une croquette, tu lui envoies à gauche, il va commencer à partir dans la direction de la croquette, puis tu lui envoies une croquette à droite, il n'aura même pas récupéré la première qui va déjà partir de l'autre côté, puis t'enchaînes et au final, au bout de 10 croquettes, il en aura mangé aucune et il n'y aura rien qui est fait. Donc ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas la peine de faire de commencer plein de petites choses pour au final rien faire. Le but, c'est vraiment se concentrer sur une ou deux choses, pas plus, et d'y aller à fond et les comprendre, les pratiquer. Voilà, et le pire du coup, c'est d'apprendre quelque chose que tu vas pas utiliser. Moi, j'ai fait cette erreur-là plusieurs fois. Je regardais des tutos, je commençais à apprendre et tout, je me formais et au final, ça me servait pas dans la vie de tous les jours. Je le mettais un peu de côté et du coup, je perdais tout au bout de 3 semaines. Si tu pratiques pas au quotidien ce que tu apprends, tu vas le perdre assez rapidement. Donc vraiment, apprends quelque chose qui va être utile par la suite, que tu vas utiliser au quotidien. Du coup, on va dire au niveau de la méthodologie, la première chose à faire, ça va être de définir ton objectif. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux faire du front? Est-ce que tu veux faire du back? Est-ce que tu veux être full stack? Est-ce que tu veux trouver un job? Est-ce que tu veux être freelance? Voilà, te poser un petit peu toutes ces questions de où tu vas, on va dire ton objectif long terme, où est-ce que tu veux aller? Et en fonction de cet objectif long terme, tu vas pouvoir définir un petit peu ce que tu as besoin, qu'est-ce qu'il faut que tu apprennes. Si par exemple ton but, j'en sais rien, c'est de faire des applications mobiles, il va falloir que tu te concentres sur des langages qui sont propres au mobile ou du moins qui sont adaptés au mobile. Donc ça peut être du JavaScript, du Flutter, voilà, il y a plein de langages qui sont possibles, mais tu vas pas par exemple faire du PHP, ça va te servir à rien d'apprendre le PHP dans l'immédiat si tu veux faire du mobile. Donc première question, c'est
qu'est-ce que tu veux faire à long terme. La deuxième façon, donc là c'est plus une petite méthodologie globale, moi quand j'apprends quelque chose, ce que je vais faire c'est que dans un premier temps, je vais regarder un tutoriel, une vidéo assez complète sur YouTube. C'est-à-dire je vais prendre la vidéo, je vais la suivre, je vais faire un peu pas du copier-coller, mais je vais refaire exactement ce que fait la personne pour commencer à me mettre dans le bain. Donc là, je vais regarder tout le tutoriel sans trop essayer à faire des choses de fou. Je vais copier un petit peu ce qu'il dit, essayer de comprendre et tout. Une fois que j'ai fait ça, que j'ai fini le tutoriel, je vais me lancer un tout petit projet. Donc, moi, ce que je fais en général, c'est que je fais le projet de to-do list. Voilà, to-do list, écrire des choses à faire qui se mettent dans une liste avec une petite checkbox à cocher quand c'est fait. Ça, c'est un projet assez facile. Tu peux le faire dans plein de langages différents. Donc voilà, je me lance sur un petit projet, genre un petit truc pas trop compliqué. Et voilà, au début, vu que j'ai pas encore trop de connaissances, je vais faire beaucoup d'allers-retours sur Google, chercher des informations, trouver des solutions. Donc là, on va dire ça va être la partie un petit peu apprentissage, mais faut pratiquer, faut directement se mettre dans la pratique avec un projet pas trop dur pour pas perdre le fil. Et la deuxième chose, une fois que tu as commencé à faire un petit projet, là tu vas pouvoir te lancer sur un projet beaucoup plus gros, beaucoup plus intense. Et c'est là où tu vas faire face à des difficultés beaucoup plus compliquées. Et c'est là où tu vas justement devoir te dépasser un petit peu. On va dire, tu auras déjà vu la base avec ton petit projet, tu connaîtras la base. Et voilà, ton projet plus gros va te permettre vraiment de rentrer dans la difficulté et d'aller chercher vraiment des choses qui sont plus approfondies. Donc voilà, ça c'est un peu ma méthodologie pour apprendre efficacement un langage ou une nouvelle compétence. Il y a un point aussi qu'il faut faire attention, c'est ne pas suivre la mode de toutes les technologies, quoi. Moi je regarde dans les groupes Facebook, quand il y a une personne qui dit qu'est-ce qu'il faut apprendre aujourd'hui comme langage, ben là, il y a le JS, le Java, le Node.js, il y a plein de technos qui arrivent et c'est hyper compliqué de s'y retrouver. En fait, la vérité, c'est que les langages, ça va être des outils. C'est-à-dire que tu vas avoir un besoin, tu vas utiliser un langage pour répondre à ce besoin-là. Et ce qu'il faut que tu fasses, c'est vraiment que tu te dises, bon, mais qu'est-ce que je veux faire par la suite? En fait, ce qu'il faut faire, c'est prendre une techno en back, une techno en front, tu apprends ces deux technos, et puis voilà, tu t'y tiens et tu t'y vas à fond. T'en fais pas, c'est pas parce que tu vas prendre le PHP alors que les gens ils disent qu'il faut faire du JavaScript que tu n'y arriveras pas. La troisième question, c'est quelles sont les étapes pour avoir des bases solides en JS? Donc avant d'apprendre un langage, moi je conseille vraiment d'apprendre l'algorithmique parce que tous les langages, que ce soit du PHP, du JavaScript, du Java, n'importe quel autre langage, ça va tourner autour de l'algorithmique. C'est-à-dire qu'une fois que tu vas savoir que tu vas maîtriser l'algorithmie, donc comprendre un petit peu l'enchaînement des instructions pour résoudre un problème, tu pourras apprendre n'importe quel langage. Donc que ce soit du Java, du PHP, comme je le disais, tu pourras tout faire. Donc pour moi, ça c'est vraiment la base avant d'apprendre n'importe quel langage. Bien connaître l'algorithmique. Une fois que tu as fait ça, ça va être d'apprendre vraiment la base du langage. Donc ça va être la syntaxe, les conditions, les boucles for, les if, les else, les switch case, tout ça. Vraiment apprendre la structure du langage, la syntaxe du langage et toute la base. Une fois que tu connais ça, va falloir que tu t'entraînes, tu pratiques. Ça, c'est le maître mot, c'est la pratique. Une fois que tu connaîtras vraiment la base, ça va être se confronter à des problématiques, un petit peu sortir de sa zone de confort. Donc là, aller au-devant de difficultés, en fait. C'est un petit peu contre nature, mais il va falloir vraiment que tu fasses ça. C'est aller à la rencontre de difficultés. Donc se confronter à des problèmes, donc tu sais que tu vas galérer, pour apprendre le langage. Et c'est dans cette difficulté-là que justement tu vas vraiment apprendre à aller chercher des solutions, s'améliorer dans le code, parce qu'il faut savoir qu'au début ton code il va être dégueulasse, genre ça c'est normal, quand tu commences ton code il est pas propre, il est pas bien organisé, donc voilà, ça va être vraiment se confronter à ça. Et après une fois on va dire voilà, tu as une première version, ça va être de te dire comment je peux améliorer mon code, donc revenir sur ton code, se dire ok bon là je peux l'améliorer, là je peux le refactoriser, on appelle comme ça, donc le revoir et l'améliorer. Voilà, du coup ça me permet d'enchaîner sur la question suivante, c'est quand apprendre le React. Donc le React c'est un framework JavaScript. Je vais essayer de faire une réponse on va dire plus globale qui ne dépend pas que du framework React, mais qui englobe tous les frameworks. Donc la première question déjà à se poser, c'est pourquoi apprendre que le React? Est-ce que c'est parce que les gens ils disent que c'est bien d'apprendre le React? Est-ce que c'est parce qu'il y a un vrai besoin derrière? Est-ce qu'il y a une raison particulière? La première question c'est vraiment pourquoi j'apprendrai le React? C'est se dire est-ce que c'est un choix personnel ou est-ce que c'est parce que j'ai vu que le React c'était bien et qu'il fallait l'apprendre? Voilà, c'est
Vraiment se dire est-ce que c'est une nécessité ou pas que je l'apprenne, ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui seraient meilleures pour mon projet personnel ou pour mes ambitions. Donc ça, c'est la première question à se poser. Et ensuite, le deuxième point, ça serait ne surtout pas apprendre un framework avant de bien maîtriser les bases. Ça, c'est pour tout langage. Faut bien maîtriser les bases du langage avant de se lancer dans un framework. Un framework, ça c'est juste une structure, on va dire, des outils supplémentaires qui vont te permettre d'accélérer, on va dire, d'aller plus vite, d'aller plus loin et de gagner en productivité. Sauf que le problème, c'est un peu comme tout, si tu ne connais pas la base, ça ne sert à rien d'apprendre un framework directement, tu vas t'y perdre. Là, le framework, c'est assez complexe. Voilà, si tu ne maîtrises pas les objets correctement, la syntaxe, les design patterns, la gestion du DOM, un truc comme ça, c'est pas la peine d'aller plus loin et de commencer avec un framework, parce qu'un framework, c'est trop compliqué à apprendre dès le début. Donc, bien avoir des bases du langage, peu importe le langage, et une fois que tu maîtrises tous ces concepts-là, tu peux passer sur un framework. Le framework, on va dire, c'est juste, une fois que tu maîtrises la base, c'est juste un outil qui va te permettre d'aller plus vite, plus loin et plus rapidement, quoi. C'est un peu... Moi, je fais un peu le parallèle avec ce que je suis en train de voir actuellement. Ça s'appelle le growth hacking, c'est avoir des méthodes pour grossir plus vite. Sauf que pour utiliser ces méthodes pour grossir plus vite, il faut déjà avoir en fait un produit à vendre qui corresponde au marché. Si tu n'as pas de produit qui corresponde au marché, ça ne sert à rien de trouver des méthodes pour le vendre plus vite, il ne se vendra pas plus vite. Donc c'est un peu pareil pour le langage, quoi. Une fois que tu maîtrises vraiment la base, là tu peux passer à un framework, mais pas avant. En fait, je dirais le moment idéal pour passer à un framework, c'est au moment où tu te dis ok, je suis capable de résoudre n'importe quel problème ou de faire n'importe quelle solution ou développement avec le langage de base, et je souhaiterais justement pouvoir m'améliorer et faire les choses plus rapidement et plus proprement, et à ce moment-là tu pourras passer sur un framework. Mais avant, tant que tu ne sais pas, on va dire, résoudre tous les problèmes avec le langage de base, je pense pas que ce soit une bonne idée de passer sur un framework. Ensuite, ta prochaine question, c'est des idées de projets pour progresser. Alors bon, là il va en exister plein, il va exister plein de petits projets, ça on peut en trouver assez rapidement. On va dire que ça dépend déjà du langage, tu vas pas avoir les mêmes idées de projet pour du front et du back. Donc je vais essayer de t'en donner un petit peu pour les deux. Donc pour du front, ce que tu peux faire, tu peux réaliser par exemple une calculatrice, donc un petit pavé numérique où on peut rentrer ses chiffres et ça te calcule automatiquement le résultat. Ensuite, tu peux faire des jeux, donc tu as éventuellement des jeux assez simples comme le Snake, Puissance 4, donc ça c'est assez fun à réaliser. Pour la petite histoire, moi quand j'étais étudiant, je travaillais l'été dans des bureaux, donc voilà, je devais m'occuper un peu de la paperasse, des trucs comme ça, et des fois j'avais rien à faire, et en fait ce que je faisais, c'était que j'avais réalisé un petit jeu de Snake en JavaScript avec le bloc-notes, parce que justement sur les ordinateurs je pouvais pas installer n'importe quoi, et voilà, ça m'avait permis de m'amuser un petit peu. Je faisais ce jeu avec le bloc-notes, là je codais avec le bloc-notes, donc ça m'a permis de m'entraîner un petit peu et de pas perdre mon temps en fait, donc ça c'était cool. Ensuite tu peux faire éventuellement un canevas de dessin, donc une zone voilà, où on peut, un peu comme Paint en fait, faire un Paint. Ensuite, voilà, le projet de base aussi, c'est la to-do list. Donc, créer une to-do list avec, tu mets une petite zone de texte où tu écris, et quand tu appuies sur Entrée, ça le rajoute à la liste, et avec une checkbox, et quand tu le check, ça l'enlève, par exemple. C'est un projet sympa. Et ça me permet aussi de répondre à la question de Sandrine qui veut faire une sorte de progress bar, en gros, quand on écrit un mot de passe, donc un champ mot de passe, et quand on écrit, ça nous donne voilà, si le mot de passe est sécurisé ou pas. Donc ça peut être aussi un autre point à faire. Donc pour répondre à ta question, Sandrine, comment on peut faire? Mais ça va être l'utilisation d'expressions régulières. Donc les expressions régulières, c'est dans une chaîne de caractères, on va matcher certains caractères. Donc c'est ce qu'on appelle les regexp. Donc c'est un petit peu compliqué à comprendre au début, mais c'est un bon exercice. Ça va gérer aussi les événements. Donc quand on écrit, en fait, quand on tape sur le clavier, ça génère des événements. Donc ça, c'est aussi une chose qu'il faut connaître quand on fait du développement. Voilà, ça peut être la gestion de tableaux multidimensionnels. Ouais, donc ça, c'est des projets qui sont relativement petits, mais assez sympas, où on peut voir une diversité de choses. Ensuite, au niveau du côté back, donc là pareil, on peut faire, donc là éventuellement, par exemple, ça peut être du PHP. Tu as la possibilité donc soit de créer un blog, ça peut être de créer un réseau social, de créer un forum ou un site de e-commerce par exemple. Moi je me rappelle pendant mes études, on devait réaliser en gros
le site de Ikea. Voilà, refaire, bon c'est pas tout refaire le site de Ikea, mais un petit peu gérer justement cette base de données avec les différentes tables, produits, commandes, clients, tout ça. Et voilà, refaire un petit site de e-commerce en fait avec un système de panier, de sessions et tout. Ça c'est assez complet, ça permet de gérer les utilisateurs, de gérer les sessions, de faire des accès avec la base de données, de travailler un petit peu le front aussi. Donc ça c'est assez sympa, c'est des projets qui sont relativement complets et ça peut être des bons exercices pour commencer. Et après, des projets, on va dire, communs au front et au back, il y a éventuellement une messagerie instantanée. Donc ça peut être sympa. Ça utilise le principe de WebSocket, donc de tunnel bidirectionnel entre le client et le serveur. Et voilà, dès qu'il y a une personne qui envoie un message, ça l'envoie au serveur et le serveur répond à l'autre personne pour lui dire qu'il a reçu un message. Donc la messagerie instantanée, ça peut être un bon projet qui soit commun autant sur du front que du back. Et un autre projet commun entre le front et le back, ça peut être aussi un système d'API. Donc par exemple, voilà, moi j'avais fait un petit projet où j'ai réalisé une API en côté back et côté front j'utilisais un framework, j'utilisais Vue.js et voilà, ça me permettait de gérer autant l'API, donc créer l'API, gérer ses entités, ses objets derrière, et autant le côté front qui justement faisait des appels à l'API et qui restituait après les éléments côté front. J'ai fait un autre petit projet par exemple, c'était il y a le gouvernement qui met à disposition une API des jours fériés. Donc bon, là tu ne développes pas l'API, mais voilà, ça te permet d'aller requêter cette API et éventuellement de les afficher, d'afficher les jours fériés ou dire si demain ça sera férié et tout. Voilà, c'est des petits projets comme ça qui sont assez sympas. Il ne faut pas hésiter à aller regarder sur internet ce qui se fait, trouver ce qu'on appelle l'open data, en fait, de trouver des sets de données qui sont à disposition, de chercher des API, parce qu'il y a plein de choses qui sont déjà existantes et voilà, qu'on peut récupérer, ça peut être sympa. Il y a aussi sur GitHub, voilà, s'il y a plein de projets sur GitHub qui existent, ça peut être bien d'aller en récupérer, de cloner le code sur ton ordinateur et puis de venir modifier, de bidouiller quelques trucs pour partir justement d'un projet déjà existant. Ça peut donner des idées. Ensuite, on passe à la question: quels sont pour toi les langages, les frameworks et les librairies indispensables pour être un développeur full stack? Donc ça, c'est une question assez générale. Alors, pour moi, sur les langages, je dirais le PHP et JavaScript. Parce que voilà, le PHP, c'est un vieux langage qui a fait ses preuves, qui a su évoluer, qui est assez solide maintenant. Et côté back, le PHP, c'est pour moi, je pense, je l'utilise au quotidien. Et voilà, je pense que c'est un langage qui est assez fiable et qui est assez simple à apprendre aussi au début. Et on peut faire quand même pas mal de choses aujourd'hui avec. Et je trouve ça peut-être plus facile à apprendre du PHP que faire par exemple du Node.js. Donc même si on connaît le JavaScript, c'est peut-être plus facile de s'orienter vers du PHP que du Node.js, donc pour faire pour faire du back. Après le JavaScript aussi, voilà, on va dire c'est essentiel de connaître un petit peu au moins les bases, voilà, pour faire des petites animations, rendre les pages un peu plus sympas et éventuellement passer sur des frameworks par la suite, ça peut être cool aussi. Donc PHP et JavaScript pour moi. Ensuite, je voudrais juste faire un petit point là pour expliquer la différence entre les frameworks et les librairies. Les librairies, on va dire, c'est plus des petits bouts de code qui vont répondre à un seul besoin. C'est par exemple, je sais pas, un date picker, donc un champ où on veut afficher une date dedans. Voilà, on va trouver une librairie qui va répondre juste à ce besoin-là. Donc il y a plein de petites librairies pour plein de petits besoins différents. Et un framework, donc, qui lui est plus une structure, en fait une boîte à outils pour un langage donné. Et le framework va donner une structure au code. Donc c'est à partir de cette structure-là qu'on va monter notre projet dessus. Alors que la librairie, c'est plus, il y a notre projet et on va venir injecter des petites librairies dedans pour pouvoir les utiliser. Donc voilà, deux choses différentes. Je sais que certains se posent cette question-là. Donc c'est pas la même chose. Au niveau des librairies, alors moi je n'utilise pas énorme des librairies, mais il y en a quelques-unes qui sont très sympas à utiliser, notamment Bootstrap. Bootstrap, voilà, donc une librairie CSS. Moi, faut avouer que le style et le design, ça me parle pas du tout. Je suis pas très fort dans ce domaine-là, donc voilà, j'utilise Bootstrap. Bootstrap, ça permet de fournir un design qui est déjà fait, qui est bien foutu. Donc voilà, je perds pas de temps avec ça. Moi, je pars avec Bootstrap, c'est sympa. Font Awesome aussi pour les icônes, donc pareil, une librairie d'icônes, ça c'est pas mal à utiliser, c'est très pratique. Et puis des date pickers aussi, j'utilise des petits calendriers qui sont un peu plus sympas pour choisir des dates ou même des
des petites horloges là pour le temps. C'est toujours plus sympa à utiliser. Et au niveau des frameworks, bah moi c'est Symfony direct quoi, 100 fois. Ça fait un petit moment maintenant que je suis dessus et que j'utilise Symfony. Et franchement, c'est pour moi un des meilleurs frameworks PHP, qui est assez complet. En plus, ça permet voilà, de faire aussi du front avec le langage Twig, enfin le moteur de template Twig. Et donc très complet. On gère pas mal de choses avec Symfony, donc ça c'est assez puissant. Et puis là récemment, je me suis mis à Vue.js aussi, qui est un framework assez simple à apprendre. Donc ça c'est vraiment sympa. Une courbe d'apprentissage qui est plutôt sympa, qui est pas trop complexe à apprendre, qui est facile aussi à intégrer avec Symfony. Donc moi vraiment Vue.js j'aime pas mal. Ça me fait penser aussi quand tu choisis un framework ou un langage, il faut aussi que tu prennes en compte cette courbe d'apprentissage. Donc cette courbe d'apprentissage, pour faire simple, en gros c'est la difficulté à apprendre le langage, et si c'est facile ou pas, si on met beaucoup de temps à l'apprendre. Et voilà, il y a certains langages qui sont plus faciles à apprendre que d'autres, des frameworks pareils qui sont plus faciles à apprendre que d'autres. Donc c'est aussi une question à se poser si tu veux pas perdre trop de temps dans ton apprentissage. C'est se dire bon ben ok, est-ce que je vais partir plus sur des langages qui ont une courbe d'apprentissage assez agréable, ou voilà un truc plus abrupt qui est plus compliqué. Par exemple, je sais qu'Angular c'est un framework qui a une courbe d'apprentissage assez abrupte, et c'est un peu compliqué au début d'apprendre tout le framework, tous les éléments du framework et tout. Bon, après quand on maîtrise, ça permet de faire quand même énormément de choses, mais au début c'est assez compliqué, contrairement à Vue.js où dès le début on a une courbe d'apprentissage qui est assez douce, qui est plutôt facile à apprendre et qui reste aussi assez puissant. Donc ça c'est une question à te poser quand tu veux te lancer dans l'apprentissage soit d'un langage, soit d'un framework. On arrive donc à la dernière question, qui est comment mettre un site en ligne efficacement. Donc bon, pour ça il y a plusieurs façons qui existent. J'avais écrit un article sur ça. On va dire, pour moi il y a 3 façons de le faire. La première, ça va être utiliser le protocole FTP. Donc en gros c'est on se connecte au serveur et on va glisser, déposer des fichiers dessus. Alors cette méthode d'ailleurs c'est la plus facile, mais c'est aussi celle qui est la moins efficace, parce que justement ça va se glisser, déposer, donc déjà il faut le faire soit fichier par fichier, soit dossier par dossier. Mais ça peut couper la continuité du site, c'est-à-dire qu'il peut s'arrêter pendant qu'on met des fichiers, parce que du coup tous les fichiers sont pas présents au même moment. Donc c'est voilà, on va dire c'est la méthode la plus facile, mais pas la plus efficace. La deuxième méthode, ça va être d'utiliser Git. Donc Git, du coup tu auras ton repo avec tous tes fichiers dessus, et utiliser justement un Git pull qui va venir récupérer donc tous les fichiers que tu as modifiés. Et voilà, une fois que ton projet il existe sur ton serveur, tu as juste à faire un Git pull, ça récupère tous les fichiers qui ont été modifiés, et voilà, ça c'est assez rapide, assez efficace. Et bon voilà, le seul problème c'est qu'il faut le faire à la main. Alors il existe des scripts de déploiement, notamment il y a Deployer qui fait ça, il y a Capistrano je crois qui existe. Donc voilà, c'est des petits scripts en gros qu'il faut configurer, mais ça te permet de déclencher automatiquement toute la mise en production d'un site. Et la troisième façon, ça va être d'utiliser l'intégration continue et le déploiement continu. Donc bon, ça c'est des concepts qui sont un peu plus poussés, mais en gros c'est dès que tu vas modifier ton code et l'envoyer sur ton repo, ça va faire une mise en prod directement. Donc avant ça va effectuer une série de tests pour voir que tout est fonctionnel, et si tous les tests sont fonctionnels, ça va déployer. Donc ça voilà, ça permet d'automatiser vraiment la mise en production, et c'est quand même hyper puissant. Voilà, donc j'ai répondu aux questions que vous m'avez posées, donc merci encore pour toutes vos questions et pour vos petits commentaires, ça me fait plaisir. Et puis on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, à plus!